Le pessimiste. Le pessimiste est souvent prisonnier de ses propres pensées, un captif d'une réalité déformée qui l'empêche de goûter au plaisir simple de l'existence. Chaque fois qu'une opportunité ensoleillée se présente, il la scrute comme un chasseur guettant ses proies, prêt à l'écraser sous le poids de ses incertitudes. Dans son esprit, les échecs d'hier résonnent plus fort que les succès d'aujourd'hui, transformant chaque nouvelle initiative en un champ de mine émotionnelle. Paradoxalement, cette manière de penser pourrait le faire passer pour un être sage, prudent dans ses choix. Mais plutôt que de chercher à anticiper le risque pour mieux s'en prémunir, il finit par voir le monde comme un espace hostile, une arène où chaque pas est périlleux. Les pessimistes, au fond, sont des perfectionnistes déguisés. Leur désir de sécurité les pousse à élaborer des scénarios catastrophiques pour chaque projet, qu'il s'agisse d'une simple sortie entre amis ou d'une décision professionnelle. Ils s'interrogent « Et si cela ne fonctionne pas? Et si je fais une erreur ?» Ce cycle constant de doute les emprisonne dans une spirale d'angoisse qui peut, à long terme, les isoler de leurs proches. Ils deviennent ainsi des experts en catastrophisme, distribuant leurs craintes comme une pluie froide lors d'une journée ensoleillée, étouffant l'enthousiasme de ceux qui les entourent. Il est cependant crucial de comprendre que la manière dont le pessimiste aborde la vie n'est pas simplement une question de tempérament. Cela résulte souvent de blessures passées, d'expériences décevantes ou de déceptions répétées. Avec le temps, son esprit a appris à anticiper le pire comme un mécanisme de défense. Au lieu de se laisser aller à la vulnérabilité, il se mure derrière une armure d'anticipation cynique, convaincu que cela le protégera des désillusions. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette armure l'empêche d'embrasser la vie telle qu'elle est. Les moments d'euphorie, de joie profonde et d'épanouissement lui échappent, car chaque bonheur potentiel est immédiatement scruté à la loupe, cherchant l'aspect négatif. La clé pour un pessimiste réside dans la prise de conscience de ses propres schémas de pensée. Mais souvent, ce processus est douloureux. Un pessimiste a besoin d'un environnement qui lui permet de se sentir en sécurité pour commencer à explorer ses craintes, à les mettre en question et finalement à en rire. Cependant, cette démarche requiert un effort qu'il n'est souvent pas prêt à fournir. Pour quelqu'un enfermé dans des mécanismes d'auto-sabotage, le simple fait de s'autoriser à envisager une issue positive devient un défi monumental. Les pessimistes ont donc besoin de soutien, mais un soutien qui ne pèse pas sur leurs épaules déjà chargées de doutes. Ils doivent apprendre à cultiver un espace où la vulnérabilité et l'optimisme peuvent coexister, même si cela leur semble contre-intuitif. Cela demande un effort constant pour réévaluer leur relation avec la peur et l'incertitude, et d'opter pour une vision du monde qui ne se contente pas de chercher les nuages, mais qui célèbre aussi les rayons de soleil. Le victime volontaire. La victime volontaire évolue dans un monde où la souffrance devient sa identité. Ce rôle lui confère une forme de pouvoir, un pouvoir souvent masqué sous le vernis de la fragilité. Pour elle, chaque interaction, chaque conflit, chaque échec devient une opportunité savourée de renforcer son image de persécutée. Au lieu de chercher des solutions ou de prendre la responsabilité de ses choix, elle préfère s'enliser dans son désespoir. Ce processus d'auto-sabotage, loin d'être le fruit du hasard, semble être une stratégie délibérée. Il est fascinant et tragique à la fois de voir à quel point la victime volontaire se perfectionne dans l'art du drame. Chaque petit incident est amplifié, chaque insatisfaction est embellie. Plutôt que de considérer les reflux de la vie comme des occasions d'apprentissage, cette personne choisit de se concentrer sur la douleur et l'injustice de l'instant. Les critiques qu'elle reçoit sont, pour elle, des attaques personnelles plutôt que des retours constructifs. La moindre remarque peut se transformer en une agression, incitant cette victime à s'enfermer dans un cocon de ressentiment. Ce comportement attire des réactions variées de son entourage. Certains sont naturellement enclins à offrir soutien et compassion, émerveillés par sa capacité à susciter l'empathie. D'autres, cependant, fatigués de cette dynamique, prennent leur distance, ce qui ne fait qu'alimenter le récit de la victimisation. La victime volontaire est alors en mesure de jouer la carte de l'abandon, magnifique pièce d'un chef-d'œuvre tragique qu'elle écrit jour après jour.
Pour les proches, naviguer dans cette mer tumultueuse peut s'avérer épuisant. Frustration et désespoir se mêlent, car ils voient les occasions de croissance et de changement se perdre dans le marasme de la victimisation. Ils peuvent même éprouver un sentiment de culpabilité, se demandant s'ils ont en quelque sorte contribué à la souffrance de cet individu. Ainsi, la dynamique relationnelle se complique, créant un cycle vicieux où la victime s'enlise de plus en plus dans son récit. En outre, cette tendance à chercher des coupables rend difficile toute forme d'introspection. L'individu refuse de reconnaître sa part de responsabilité, oubliant qu'une vie authentique et épanouie nécessite un investissement personnel. Cet aveuglement à sa propre contribution est alimenté par une peur sous-jacente, celle de devoir affronter la réalité, la douleur, et peut-être même d'abandonner le confort de son rôle. L'idée qu'une vie sans souffrance pourrait exister est alors perçue comme une menace à sa propre identité. Elle fonctionne finalement comme une sirène, attirant ceux qui se laissent happer par son désespoir, mais sans jamais les amener vers la lumière. Au lieu de se libérer, elle choisit de rester ancrée dans son récit, multipliant les occasions de pleurer sur son sort et cultivant un jardin de regrets. Cette spirale l'éloigne de la possibilité de se réinventer, de sortir du rôle qui lui a été attribué. La vie continue de lui échapper, et dans cette danse macabre de la victimisation, elle trouve une forme de confort dans ce qu'elle connaît le mieux, le récit de la souffrance. L'égoïste. L'égoïste est souvent la première à se présenter dans les relations humaines, sautant d'une expérience à l'autre, sans jamais véritablement s'investir. Son obsession pour son propre parcours lui fait négliger les petits détails qui pourraient enrichir ses interactions. Ainsi, les demandes d'aide, les échanges sincères ou même les moments partagés deviennent rapidement des occasions de narcissisme déguisé. Chaque conversation se transforme en une scène où c'est lui qui détient le rôle principal, tandis que les autres ne sont là que pour faire office de figurants. Quand vient le moment d'écouter, l'égoïste se détourne, focalisé sur ses propres préoccupations. Pour lui, le monde tourne autour de son propre univers, et chaque autre personne représente un obstacle ou un instrument à sa disposition. La peur d'un dialogue authentique est palpable. Lorsque confronté à l'évident égocentrisme qu'il caractérise, l'égoïste se défend avec véhémence. Il interprète toute tentative de critique comme une attaque personnelle, ce qui le pousse à ériger des murs de protection encore plus épais. C'est ainsi qu'il s'enferme dans une solitude qu'il ne reconnaît même pas comme telle. Une solitude qui, par ironie, devrait inciter à la réflexion, mais qui le maintient plutôt dans une spirale de justification perpétuelle. Les réelles occasions de grandir émotionnellement ou spirituellement glissent alors entre ses doigts, inaccessibles tant qu'il s'accroche à ses certitudes. Les opportunités de partage et de compréhension lui échappent, et c'est souvent à travers des retours d'expérience des autres qu'on peut voir des perspectives pourtant ignorées. Cependant, chaque suggestion venant d'un autre semble lui paraître comme une imposition indésirable. La tentation d'apprendre, d'évoluer par le biais des interactions humaines, est rejetée au profit d'une zone de confort illusoire. Il devient alors une figure tragique, errant dans sa propre ignorance, incapable de voir que le véritable épanouissement n'est pas une voie à sens unique. Les relations deviennent alors des transactions, chaque rencontre une opportunité de se prouver quelque chose à soi-même, plutôt qu'un moyen d'accéder à une dimension plus profonde et enrichissante. Les amis, les familles, les collègues, tous deviennent des instruments de validation plutôt que des âmes à découvrir. Ainsi, l'égoïste court inlassablement après des validations superficielles, ignorant les trésors cachés que renferme la véritable connexion humaine. Leur monde est une illusion, façonnée par des déceptions auto-infligées. Même lorsque des situations exigent de l'empathie, ils opèrent en mode automatique, répondant en surface, sans jamais s'engager dans la profondeur des émotions. Ils peinent à comprendre la valeur des liens authentiques, cette alchimie qui transforme une simple interaction en une source de réconfort et de compréhension mutuelle. Leur chemin, bien que dédié à des quêtes individuelles, reste vide de la beauté et de la richesse que seule une relation authentique peut offrir. L'irréfléchi. Dans un monde où l'imprévu fait souvent irruption dans le quotidien,
l'individu irrationnel ou l'irréfléchi se trouve particulièrement exposé. Ces personnes principes n'ont souvent pas la capacité de peser le pour et le contre, comme si l'urgence de l'instant l'emportait sur la nécessité de la réflexion. Un exemple classique se manifesterait dans le cadre professionnel. Imaginez un employé qui, face à des tensions de groupe ou à un désaccord, décide sur un coup de tête de démissionner. Sans mesurer l'impact de ce choix radical, il s'expose à une période d'incertitude qui pourrait compromettre sa carrière, ses finances et son estime de soi. Cette témérité ne se réserve pas qu'à des situations extrêmes. Elle s'infiltre dans des décisions quotidiennes. Au supermarché, l'irréfléchi peut céder à l'impulsion de l'achat d'un gadget inutile, un des milliers d'objets brillants et colorés dans les rayons. Une fois de retour chez lui, l'enthousiasme initial disparaît rapidement, s'échangeant contre le regret de l'argent dépensé pour un produit qui, au fond, ne tient pas la promesse de satisfaire un besoin profond. Ce cycle de l'excitation suivi par le déchirement, ce refrain souvent répété qui leur échappe, finit par créer une fracture entre le désir d'agir et la réalité de leur choix. Et dans leurs relations personnelles, ces individus reproduisent le même schéma. La passion d'un moment peut les pousser à s'engager dans des aventures éphémères, ignorant les signaux d'avertissement que leur esprit leur envoie. Un texto enflammé, un rendez-vous imprévu, et les voilà entraînés dans une spirale d'émotions qui les consume. Ensuite, le retour à la réalité est souvent brutal. La relation s'effondre, laissant derrière elle des blessures émotionnelles et des souvenirs américaines qui reviennent comme des fantômes. L'irréfléchi, face à un possible enseignement, choisit généralement la voie du déni, persuadé que ses choix spontanés sont destinés à enrichir son expérience de vie. Cette disposition à agir sans réflexion fait des irrationnels des personnages tragiques, piégés dans une boucle de décisions impulsives. Leur incapacité à apprendre de leurs erreurs les maintient dans une danse désolante entre la passion de l'instant et l'implacable réalité des conséquences. Il est presque comme s'ils ignoraient qu'après chaque choix, une ombre les suit, prête à leur rappeler que la précipitation n'est jamais un bon conseil. Cependant, un savoir suprême, la prise de conscience et le désir de changer leur échappent, comme l'écho d'une promesse jamais tenue. Ils sont effectivement le reflet d'une humanité qui, malgré sa sagesse innée, est souvent attirée par le scintillement d'une immédiateté illusoire, négligeant la richesse d'une réflexion approfondie. Dans leur recherche incessante de gratification, ils glissent silencieusement vers des abîmes qu'ils n'auraient jamais dû s'approcher. Et c'est cette dynamique qui, jour après jour, les ancre à un présent regrettable, incapable de prendre un virage salvateur. Le cynique. Le cynique vit dans un monde où chaque sourire dissimule une intention cachée, où chaque main tendue est souvent perçue comme un piège. Cette méfiance omniprésente colore leurs interactions, transformant la vie quotidienne en une série de frictions et de malentendus. Les compliments deviennent des flatteries intéressées, les gestes amicaux, des manigances. Une simple invitation à un café peut éveiller des soupçons, car le cynique s'interroge « Pourquoi cette personne s'intéresse-t-elle à moi ? Quel avantage tire-t-elle de ma compagnie ?» Cette vision déformée de la réalité est nourrie par les échecs passés. Ils sont souvent des témoins récurrents de l'hypocrisie humaine, des promesses non tenues et de la trahison. Un ami qui se détourne, une promesse d'aide jamais honorée, des rêves écrasés sous le poids de la réalité. Chaque désillusion renforce ces murs invisibles qui les protègent tout en les enfermant. L'isolement devient alors un refuge, leur permettant de se préserver d'une douleur qu'ils associent à la vulnérabilité inhérente à toute relation humaine. Ces éternels sceptiques ne réalisent pas qu'en rejetant systématiquement le positif, ils se coupent peu à peu de la capacité à goûter la joie, à éprouver la gratitude. Ils vivent dans un monde terne, où les nuances de gris dominent, empêcheurs de tourner en rond dans un balai de fausses promesses et de désastreuses surprises. Cette vision apocalyptique du quotidien n'est pourtant pas une fin en soi. Elle devient une façon de vivre, une manière de masquer la peur d'être déçu à nouveau. Ce cynisme contagieux, tel un virus insidieux, se propage facilement dans leur cercle. Lorsque le cynique s'exprime, il attire inévitablement d'autres âmes tourmentées.
celles qui se sont également confrontées à des désillusions. Ensemble, ils forment un groupe solidaire de méfiance, où chaque interaction renforce un sentiment d'appartenance à une communauté d'infortunés. Ce climat de désespoir désincarné nourrit leur cynisme, leur permettant de justifier leur état d'esprit par des expériences mutuelles. Peu à peu, les rires deviennent rares, remplacés par des soupirs lourds de résignation. Les conversations se concentrent sur ce qui ne va pas, sur les injustices du monde, sur les trahisons des proches. Le cynique erre alors dans ce labyrinthe d'angoisse, sans jamais chercher à en sortir. Emprisonné par ses propres pensées, il finit par glorifier la souffrance comme une forme de sagesse acquise, une fierté maladive de celui qui a vécu en se heurter au duperie de la vie. Ainsi, cet enfer personnel devient une seconde nature. Le cynique, ayant opté pour le désespoir, néglige les petites merveilles du quotidien. Il est prisonnier d'un passé qui l'empêche de voir l'avenir. Face à un monde infiniment complexe, il choisit la simplification du pessimisme, préférant l'ombre à la lumière. Il reste là, figé dans sa méfiance, observateur lucide mais désespérément passif, attendant peut-être, au fond de lui, que quelque chose change. L'inaction. L'inaction se manifeste souvent comme une ombre silencieuse qui rôde dans les pensées de ceux qui restent figés, observant la vie s'écouler autour d'eux. Leurs journées passent, semblables les unes aux autres, et chaque matin, les réveils sonnent comme des rappels lancinants de leurs ambitions inabouties. Les projets qu'ils chérissent et les rêves qu'ils nourrissent se transforment en murmures lointains, étouffés par la peur sourde de la prise de risque. Dans leur esprit, chaque pas vers l'inconnu devient une montagne insurmontable, une épreuve pour laquelle ils ne se sentent pas suffisamment préparés. La peur de l'échec devient un compagnon constant, infiltrant chaque réflexion. Ils pourraient imaginer le succès, mais la vision du meilleur résultat est souvent glissée par l'ombre d'un avenir incertain. Chaque idée qu'ils envisagent est immédiatement triée à l'aune de ces doutes, et au lieu de construire des ponts vers leurs objectifs, ils s'enferment dans des prisons de certitudes inexactes. La frustration s'accumule alors, et le cycle s'auto-alimente. Plus ils attendent, plus la peur prend racine, devenant aussi naturelle que leur propre souffle. Il y a cette danse perpétuelle entre le désir de changement et l'angoisse de l'inconnu. Bien que certains parmi eux puissent s'accrocher à des promesses de demain, le temps devient un concept flou. Dans ce monde, le moment parfait devient une chimère, une illusion qu'ils poursuivent sans jamais vraiment s'approcher. Ce jeu de chaises musicales est épuisant, et pourtant, la perspective de faire un mouvement les terrorise. Ils scrutent leur environnement, émettant des jugements sur les succès des autres, souvent teintés de jalousie ou d'incompréhension. Pourquoi eux peuvent-ils agir alors qu'eux-mêmes se trouvent immobilisés? Cette question tourne en boucle, amenant avec elle une avalanche de comparaisons et d'autodénigrement. Et ainsi, ils se retrouvent souvent entourés de possibilités, mais incapables de les saisir. La plupart d'entre eux ont des compétences, des talents, et pourtant, ils s'accrochent à une vision de la perfection avant d'oser s'engager. Ce besoin de tout contrôler et de tout prévoir devient un obstacle en soi. Ils guettent des signes ou des approbations extérieures, espérant que quelqu'un, quelque part, leur indiquerait que le moment est enfin venu. Pourtant, cette quête de validation extérieure ne fait qu'attiser la flamme de l'inaction, car ils se trouvent dans une constante attente des autres pour initier le premier pas. L'inaction a donc un coût élevé, une taxation silencieuse sur l'âme. Les jours deviennent des années, et ce qui était autrefois une passion brûlante se transforme en rancœur latente. Alors que le monde continue de tourner, ils restent figés, perdus dans un labyrinthe de pensées et de craintes. Leurs rêves, loin d'être oubliés, se transforment en souvenirs d'une ambition perdue, et le regret s'infiltre dans leur psyché, insufflant une profonde mélancolie. Dans cet état, ils commencent à réaliser que l'inaction n'est pas seulement une absence d'action, mais un acte en soi, aussi puissant que n'importe quelle décision prise. L'attitude défaitiste. L'attitude défaitiste s'enracine souvent dans une perception altérée de la réalité. Pour ceux qui en sont victimes, chaque défi devient un mur infranchissable, chaque échec, une confirmation de leur incapacité. Incapables de discerner la subtile danse entre l'effort et le résultat,
Ils s'enferment dans un schéma de pensée où la résignation devient leur seule compagne. Cette diligence à se concentrer sur les obstacles, plutôt que de rechercher des solutions, s'immisce dans tous les aspects de leur vie, des relations personnelles aux ambitions professionnelles. Un individu avec une telle attitude a souvent du mal à se projeter dans l'avenir. Les projets qui, pour d'autres, sont l'occasion de progresser, deviennent pour eux des sources d'anxiété. Leur voix intérieure se charge de doutes et de peurs, créant une cacophonie qui étouffe toute pensée positive. Même lorsqu'une opportunité se présente, leur première réaction est d'anticiper l'échec plutôt que de considérer l'éventualité d'un succès. Ils ratissent des scénarios catastrophiques, bâtissant le pire des mondes possibles dans leur imaginaire. Ce cycle est auto-renforçant. Plus ils s'enlisent dans leur croyance en l'inévitabilité de l'échec, plus ils se rendent incapables d'agir. L'inaction devient alors une seconde nature, une habitude qui, bien qu'angoissante, procure un confort immédiat. Se projeter au-delà de leur peur requiert un effort mental qu'ils s'avouent incapables de fournir. Ils se laissent porter par la fatalité des circonstances, cherchant des explications externes à leur état, plutôt que d'oser explorer leur propre pouvoir d'agir. Les interactions sociales sont teintées par cette vision pessimiste. Des amis et des proches qui essaient de les encourager peuvent être accueillis par des réactions acerbes ou des silences éloquents. L'optimisme est souvent perçu comme une forme de naïveté par ceux qui ont choisi de se cantonner à une vision sombre de l'existence. Les tentatives de soutien sont rapidement décrédibilisées, car pour une personne défaitiste, quiconque affiche un élan de positivité devient un ennemi à abattre, un rappel douloureux de ce qui pourrait être, mais n'est pas. Le regard tourné vers le bas, ils freinent leur propre potentiel. Leur talent, pour éblouissant qu'il soit, s'étiole à l'ombre d'une mentalité paralysante. Ils possèdent souvent des compétences qui, si cultivées et nourries, pourraient se transformer en réelles sources de succès. Le manque de désir de croire en leurs propres valeurs les empêche de faire briller leurs atouts. Chaque jour devient une répétition de la désillusion, rendant les petits succès insaisissables. Ainsi, l'attitude défaitiste se nourrit de ses propres croyances. Elle crée une spirale où l'inaction et la peur renforcent les limitations perçues. Ce cercle vicieux peut prendre du temps à briser, et la première étape pour ces individus est souvent la reconnaissance de leurs propres pensées et l'acceptation qu'un changement, aussi minime soit-il, peut transformer leur perception du monde. Ouvrir les yeux sur le potentiel existant, c'est intégrer la possibilité que l'avenir, loin d'être figé, est un tableau en constante évolution qui n'attend que pour être dessiné. Le manipulateur. Le manipulateur exerce une influence subtile, souvent difficile à détecter, jusqu'à ce que les blessures infligées se manifestent. Sa maîtrise réside dans la capacité à se fondre dans le paysage émotionnel de ses victimes, utilisant leur confiance, leurs aspirations et parfois leurs faiblesses les plus profondes pour atteindre ses propres objectifs. Parfois, ses intentions sont si bien masquées qu'il peut même se faire passer pour un ami ou un mentor, prêt à offrir un soutien. Pourtant, chaque geste de soutien est un coup de pouce calculé vers un résultat qui lui profitera, un lien tissé non pas de bienveillance, mais de manipulation. La nature du manipulateur se nourrit des émotions comme un parasite. Exploitant la tristesse, le doute ou l'espoir, il peut manipuler la réalité d'autrui sans scrupule. Lorsque ses cibles commencent à ressentir le malaise, un changement d'attitude s'opère souvent. Le manipulateur peut apparaître compréhensif, mais en réalité, il prépare déjà sa contre-attaque. Si l'un de ses plans vacille, il saura utiliser la honte, la culpabilité ou même la colère pour ramener la situation sous son contrôle. Ce cercle vicieux renforce sa position de pouvoir, car il s'érige en figure de salvateur, tout en s'assurant que les autres restent dans une position d'infériorité. Les manipulateurs ont tendance à détenir un pouvoir spécial sur les émotions des autres, souvent en cultivant un climat de dépendance. Cette dépendance s'établit progressivement, par un compliment ici, une critique là. Ils déséquilibrent les certitudes de leurs victimes. Avec chaque manipulation, la confiance en soi de la cible s'effrite, les conduisant à croire que sans la validation ou les conseils du manipulateur, ils seraient perdus. Ce processus s'infiltre dans divers aspects de la vie,
personnelle, professionnelle, sociale. Les victimes, souvent inconscientes du réseau de manipulation tissé autour d'elles, commencent à se débattre à l'intérieur d'une prison au concept flou, bercée par des promesses et des mensonges enchevêtrés. L'incongruité du manipulateur réside dans sa capacité à feindre des émotions sincères tout en étant dénué de véritable empathie. Il rit avec vous, pleure avec vous, tout en gardant ses arrière-pensées dissimulées. Lorsqu'il est enfin exposé, l'illusion se brise, mais les dommages sont souvent déjà infligés. La confrontation ne fait qu'aggraver la situation. Dans sa vie, il a appris que sa survie dépend de la préservation de l'illusion, et il se débat avec un mélange de déni et de rage lorsqu'il se trouve au bord de la rupture. En fin de compte, cette tempête ne vise pas seulement à protéger ses égaux, mais également à garder le contrôle sur un monde qui pourrait le renvoyer à la solitude et à l'oubli. C'est dans ce jeu subtil de pouvoir que le manipulateur se révèle, à la fois comme un artiste et un tyran. La fascination qu'il exerce sur autrui est à la fois un reflet de son charisme et de son habileté à bâtir des façades. Pourtant, sous cette apparence, il ne reste qu'un individu en proie à ses propres insécurités, utilisant les autres comme un bouclier pour masquer ses faiblesses, tout en aspirant à s'élever au-dessus d'eux. C'est ce paradoxe qui rend la compréhension du manipulateur si complexe, une tâche que beaucoup de ses victimes ne réussiront jamais à déchiffrer complètement. Le dépendant. Le dépendant se trouve souvent pris dans une toile d'araignée de désespoir et d'angoisse, façonnée par la peur de l'abandon et le besoin d'approbation. Chaque interaction devient un test, un indicateur du degré d'affection des autres. Les dépendants, qu'il s'agisse de dépendance émotionnelle ou physique, investissent une part considérable de leur énergie à surveiller les humeurs autour d'eux, s'ajustant constamment pour éviter le rejet. Ce comportement, bien que souvent inconscient, les maintient dans un état d'insatisfaction chroniquement électrique, où jamais un moment de paix ne peut être trouvé. Leur voix intérieure, qui devrait être celle de l'autonomie et de la force, est étouffée par un refrain obsessionnel de nécessité. Au fond, le dépendant projette sur le monde une attente de validation. Il pense que c'est par le regard des autres qu'il peut trouver sa valeur. Les dépendants cherchent à se libérer de la souffrance qu'ils ressentent, mais s'accrochent à ces chaînes invisibles comme à une bouée de sauvetage. Ils oublient souvent que la véritable constance ne peut venir que de l'intérieur. Il est crucial qu'ils prennent conscience que chaque fois qu'ils attendent que quelqu'un d'autre prenne les rênes de leur bonheur, ils renoncent à leur propre pouvoir. Perdus dans leurs pensées tourmentées, ils parviennent parfois à ignorer les signes évidents qu'il est temps de changer. Ils vivent dans l'illusion d'une connexion, mais finissent par s'enliser davantage dans l'isolement, un cycle vicieux où la dépendance enflamme des émotions douloureuses. Il ne suffit pas d'attendre que la vie se transforme, il faut en prendre possession. La liberté personnelle ne peut pas émerger d'une attente passive. Seule l'action consciente peut démanteler ce schéma destructeur. L'autoréflexion devient alors un outil essentiel. Prendre le temps d'examiner les raisons sous-jacentes de cette dépendance est la première pierre dans la construction d'une autonomie réussie. Il est impératif d'affronter les peurs qui les tiennent sous l'emprise d'un statut de victime. En identifiant les déclencheurs de leur comportement, ils peuvent commencer à comprendre les choix qu'ils font souvent inconsciemment. C'est dans cet espace de prise de conscience que la graine de l'autonomie peut germer. Pour briser le cycle, la mise en place de petites étapes concrètes est cruciale. Il peut s'agir d'apprendre à se faire plaisir sans en attendre l'approbation des autres, ou de s'engager dans des activités qui nourrissent leur esprit et leur corps, indépendamment des attentes extérieures. Chaque pas vers l'indépendance, aussi infime soit-il, renforce le sentiment de compétence personnelle. Progressivement, ces petites victoires créent une dynamique de changement durable. Cependant, ce chemin n'est pas sans défi. Les moments de recul seront inévitables et parfois, la tentation de replonger dans des comportements familiers se manifestera. Reconnaître ces défis comme des parties intégrantes du processus est essentiel. En fin de compte, le véritable sauveur réside en eux-mêmes, attendant d'être découverts et libérés. La véritable autonomie, loin d'être un rêve lointain,
est à portée de main pour ceux qui choisissent courageusement de sortir de l'ombre de la dépendance. L'agresseur. Il est fascinant d'observer comment l'agresseur façonne son environnement avec une habileté troublante. Parfois, ces individus semblent presque caméléoniques, adaptant leur comportement pour s'insinuer dans les failles des autres. Ils observent, analysent, regroupent des informations sur leurs victimes potentielles, puis se lancent dans leurs manœuvres de manipulation avec une précision déconcertante. À chaque sourire forcé ou regard menaçant, ils sèment les graines de l'angoisse, exploitant les faiblesses émotionnelles de ceux qu'ils ciblent. L'agresseur n'agit jamais au hasard. Il s'agit d'un stratège de l'intimidation, un artiste sombre qui utilise la douleur comme pinceau pour peindre une toile de contrôle. Dans chaque interaction, la domination devient un jeu de pouvoir où le langage est truffé de sous-entendus et d'attaques voilées. L'agresseur impose des règles non écrites, redéfinit les normes relationnelles, instaurant un climat où la peur est omniprésente. Avec des gestes calculés et des mots pernicieux, il tisse un filet d'incertitude autour de ses victimes, les contraignant à douter de leur propre perception. Les conséquences de ce comportement ne se limitent pas seulement aux interactions immédiates. Elles s'immiscent dans la psyché des individus, laissant des marques indélébiles, créant des croyances erronées qui les suivent longtemps après. Paradoxalement, cette quête de pouvoir sert aussi à masquer une vulnérabilité profonde. En fondant leur identité sur l'intimidation, les agresseurs s'enferment dans une prison de solitude, leur violence ne faisant que renforcer leurs barrières. Ils s'érigent en juges et bourreaux, aveugles à leur propre humanité, délaissant les véritables connexions authentiques au profit d'interactions superficielles. Ce besoin maladif de domination révèle leur crainte de l'abandon et de la vulnérabilité, des émotions qu'ils craignent d'affronter. Leur approche de la communication désincarnée les empêche d'établir des relations saines. Ils fuient la compassion, assimilant la fragilité à une faiblesse, persuadés que montrer de l'empathie serait synonyme de capitulation. Étrangement, leur lutte contre l'intimité les propulse encore plus loin dans un cycle d'isolement. Les murs qu'ils construisent autour d'eux-mêmes sont non seulement des barricades contre les autres, mais aussi des obstacles à leur propre guérison. Les agresseurs sont souvent en quête de reconnaissance, même s'ils choisissent des voies destructrices pour l'obtenir. Dans ce contexte, leur comportement devient une danse tragique, où le besoin d'être vu et entendu se heurte à une incapacité à exprimer leurs véritables émotions. Derrière le masque de la menace se cache une douleur sourde, une lutte inavouée. La transformation de cette douleur en violence, plutôt qu'en compréhension ou en dialogue, est révélatrice d'une névrose qui les consume lentement. Au fil du temps, ces échanges se teintent de cynisme et d'amertume, les laissant piéger dans un cycle sans fin de peur et d'incompréhension. Le conformiste. Dans un monde régi par des normes et des attentes collectives, le conformiste se transforme souvent en un caméléon social, adoptant les couleurs de son environnement sans jamais se demander si ces teintes lui conviennent réellement. Évoluant au sein d'un cadre établi, ils plongent dans une routine qui leur assure l'acceptation sociale, ignorant que cette quête d'approbation peut les priver de leur essence même. Leur parcours est pavé de choix qui, bien qu'ils aient l'apparence de décisions conscientes, ne sont souvent que des échos des idées dominantes. Les conformistes trouvent refuge dans le confort des opinions populaires, s'accrochant à des croyances transmises par le groupe, persuadés qu'aller à l'encontre de ces idées équivaut à se jeter dans un abîme d'inconnu qu'ils ne sauraient naviguer. La peur du jugement et le besoin d'appartenance les incitent à étouffer leurs propres désirs et aspirations. Ils échangent leur voix intérieure contre le cœur harmonieux des pensées préfabriquées, cultivant ainsi une existence superficielle où les vérités personnelles sont souvent sacrifiées sur l'autel de la conformisme. Les moments de choix révélateurs, où une décision audacieuse aurait pu tracer un nouveau sentier, sont souvent balayés sous le tapis du consensus. Au lieu de cela, ils se conforment à la sagesse populaire, convaincus que le désir de se démarquer est l'apanage des rêveurs excentriques, ceux qui ne connaissent pas le poids du regard des autres. Cependant, cette prison auto-imposée de conformité limite leur potentiel d'exploration personnelle, de découverte de soi.
Les répercussions sont visibles. Un vide émotionnel qui se gorge d'angoisse et de regrets, une vie marquée par l'absence d'authenticité. Il est également fascinant de considérer comment les conformistes, à travers leurs choix, construisent leur perception de la réussite. Cette idée est souvent alignée sur les normes sociétales, valorisant des éléments tels que la stabilité financière, le statut social ou l'apparence physique, tout en négligeant les trésors invisibles de l'individualité. Le bonheur est ainsi redéfini par des standards extérieurs, sans jamais réaliser que la véritable satisfaction provient de l'alignement avec ses propres valeurs et passions. Les incidents quotidiens, comme le choix d'une carrière, les loisirs pratiqués ou même les opinions politiques, se réduisent à des décisions qui reflètent plus une volonté de paraître conforme qu'une authentique volonté intérieure. Ces comportements creusent le fossé entre qui ils sont réellement et qui ils prétendent être, creusant un sentiment d'aliénation de soi difficile à combler. Dans les foules, l'écho du conformisme est souvent si fort qu'il devient presque impossible d'entendre la voix de l'individualité. Pourtant, au plus profond de chaque conformiste réside une mélodie unique, une histoire personnelle qui attend d'être révélée. La question demeure: combien de temps ces voix étouffées resteront-elles silencieuses, craignant l'affrontement avec des vérités inaltérées, alors que le monde pourrait leur offrir un espace où leur authenticité pourrait éclore? Au-delà de l'espoir, dans notre quête incessante d'aider ceux qui nous entourent, il est crucial d'aborder la réalité qu'une partie des individus au sein de leur lutte personnelle choisissent délibérément de rester dans cette condition. Ce choix n'est pas toujours motivé par un manque d'opportunités ou de capacités, mais peut découler de diverses raisons, souvent incompréhensibles pour ceux qui observent de l'extérieur. Cette dynamique complexe invite à une réflexion approfondie sur la nature du soutien que nous offrons et sur les limites que nous devrions établir dans nos interactions. Il est tentant d'expliquer l'inaction d'autrui par la simple absence de volonté ou de ressources. Cependant, chaque individu façonne ses propres priorités en fonction de l'expérience de vie et des valeurs personnelles. Pour certains, la douleur peut représenter une forme de familiarité, un endroit où ils trouvent un certain confort. Cela peut être le reflet d'un passé où la lutte donnait un sens à leur existence, où la lutte elle-même devient l'identité. Admettre que cela soit vrai pour certains n'est pas une capitulation, mais plutôt un acte de courage et de compréhension. Embrasser cette réalité permet d'établir des frontières saines. En reconnaissant que nous ne pouvons pas forcer autrui à changer, nous libérons non seulement notre esprit de la culpabilité, mais nous priorisons également notre propre bien-être. Il est essentiel de se rappeler que nos efforts, aussi louables soient-ils, peuvent parfois être perçus comme une intrusion ou un jugement. En cultivant une attitude d'acceptation, nous augmentons notre capacité à être présents sans pression ou attente démesurée envers les autres. Lorsque nous nous engageons dans des relations avec ceux qui semblent stagner, il peut être utile de poser des questions ouvertes, favorisant un espace d'échange plutôt que d'imposer des solutions. Cela ouvre la voie à une conversation significative qui respecte la capacité de l'individu à prendre des décisions concernant sa vie. En suivant cette approche, nous devenons plus des facilitateurs que des sauveteurs. Et il est important de célébrer ces petites victoires innocentes qui ne concernent pas toujours des transformations majeures. L'acceptation d'une telle dynamique a également une profonde résonance sur notre propre parcours. Lorsque nous réalisons que notre valeur ne dépend pas de notre capacité à sauver les autres, nous définissons notre identité d'une manière plus authentique. Ce détachement, loin d'être une forme de lâcheté, est plutôt une riche démonstration de respect. Il nous enseigne que chacun a le droit d'explorer son chemin, même si cela signifie faire des choix qui nous semblent néfastes ou déconcertants. Finalement, ce processus d'acceptation s'inscrit dans une réflexion sur la complexité des relations humaines. À travers ce prisme, nous pouvons apprendre à naviguer avec sagesse, compassion et surtout un sens renouvelé de notre propre valeur, permettant à chacun de tracer son passage tout en restant fidèle à soi-même.